Donc cet atelier va durer 30 minutes et on va parler donc de la facturation électronique. Et on posera, enfin, vous pourrez poser vos questions dans 15 minutes avant la fin de l'atelier final. Et on va commencer directement dans le vif du sujet avec une première question pour toi, François. Pourquoi imposer la facturation électronique pour tous? Oui, alors, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, c'est bon, super. Alors, la raison du passage à la facturation électronique, d'une part, c'est pour mieux collecter la TVA, car vous le savez sûrement, il y a une fraude à la TVA, mais pas que. C'est aussi afin de mieux faire remonter l'information sur les débuts de paiement et aussi améliorer votre compétitivité ou entreprise, notamment sur le traitement de la facture. Donc ça, c'est le pourquoi de la question, et ce qui serait intéressant de savoir, c'est le comment de la question, et c'est pour ça qu'on est ici ensemble. Donc bonjour, moi je suis François Suret, je suis François Suret, et voici Tanguy Bocal, et donc on travaille pour la société Syntrax, qui est acteur dans la dématérialisation. Alors, donc, l'objectif de cet atelier, ça va être de voir comment allier votre stratégie en tant qu'entreprise pour mettre en place des systèmes pour 2024. Et donc, au sommaire, on va revenir sur les points clés de ce projet de loi finance 2024. On va voir quelles sont vos obligations, les données obligatoires attendues. Et puis, on va décrire une architecture cible de comment va se passer l'échange des factures. Et enfin, on va terminer par nos conseils, comment s'y préparer pour ce fameux 2024. Alors, dans un premier temps, on va poser une question à main levée rapidement. Comment aujourd'hui vous transmettez vos factures? Alors, dans un premier temps, ceux qui transfèrent des factures par courrier, par papier en fait, est-ce que vous pouvez lever la main? Ah, alors quelques-unes déjà, quelques entreprises qui encore transfèrent les factures par papier. Par email, éventuellement en PDF. Ouais, une grande majorité envoie aussi des factures par PDF. Et alors par EDI, par API. Ah, ça dépend des clients, ok, ouais, bien sûr. Okay. Et donc il y a éventuellement d'autres manières d'envoyer des factures qu'on n'a pas citées. Des factures sous quel format du coup? PDF, ok, ça marche. Donc on a vu quand même qu'il y a une grande majorité de personnes qui le font par PDF, et nous allons voir ensemble que bientôt ça sera plus possible, et on va voir le pourquoi. Donc avant ça, on va faire un petit rappel du cadre juridique, très rapidement, parce que c'est pas vraiment le plus important. Donc tout est parti de la loi de modernisation de l'économie en 2008, qui obligeait déjà l'État à récupérer des factures sous format électronique. Ensuite, on découle l'article 153 de la loi finance 2020 sur l'invoicing, qui spécifiait déjà l'environnement de la facture électronique. Ensuite, l'article 195 de la loi finance 2021, qui précisait vraiment les contours du e-reporting avec les flux de données. Donc ça, on va revenir plus tard sur ce qu'est le e-reporting ainsi que les flux de données. Et enfin, vous l'avez sûrement vu, le 15 septembre dernier, il y a eu la confirmation du calendrier avec une petite surprise, c'est que le calendrier a été décalé. Et il a été décalé pour une raison, c'est pour que vous, entreprise aussi, vous puissiez être prêts pour ce qui arrive. Car il y aura une réorganisation à faire, d'un point de vue administratif et aussi technique sûrement. Donc, on revient rapidement sur le calendrier. Grandes entreprises comme ETI, comme petite entreprise, vous êtes tous logés à la même enseigne, c'est le 1er juillet 2024 et vous allez être dans l'obligation de recevoir les factures électroniques. 1er juillet 2024 qui était initialement le 1er janvier 2023, donc petit décalage. Et enfin, pour l'obligation d'émettre les factures électroniques, bonjour. L'obligation d'émettre les factures électroniques pour les grandes entreprises, c'est la même date, 1er juillet 2024. Les ETI, 6 mois plus tard, 1er janvier 2025. Et enfin, les PME et les autres entreprises, c'est le 1er janvier 2026. Donc voilà pour les entreprises, et voilà pour le calendrier final. Et on va voir maintenant ce que c'est vraiment une facture électronique. Ce n'est pas un PDF envoyé par email. Allez-y, installez-vous. Donc on va passer à une grande partie sur les notions clés à maîtriser, où en fait on va revenir sur 3 différents sujets. Donc les formats, les données qui seront à intégrer dans ces factures,
également les entités qui vont jouer un rôle dans ces échanges de factures, mais aussi les flux qui vont transiter entre ces entités. Donc on va commencer déjà par les formats et les données qui devront figurer dans ces factures dès 2024. Alors, donc, depuis 2017, il existe une norme sémantique nommée EN 16931 qui a été publiée par l'Union européenne et qui oblige donc les entités à appliquer certains formats de facture pour facturer l'État. Donc ça s'applique aux entités publiques. Et donc c'est cette norme qui a été retenue pour l'échange de factures entre les échanges B2B. Et donc de cette loi-là, on a retenu 3 formats, donc qui sont UBL XML, C2I XML et Facturit. Donc ces formats-là, on voit qu'il y a des fichiers XML. Alors les fichiers XML, ça ne nous parle peut-être pas, mais c'est des fichiers qui sont structurés. On va voir un exemple juste après. Et le format Facturix, c'est la petite exception. C'est un format qui intègre à la fois un PDF et à la fois un fichier XML. Donc c'est le PDF que vous avez peut-être l'habitude de voir, et vous aurez un fichier XML qui sera intégré à ce fichier PDF. Donc ce fichier XML qui permet d'avoir une certaine norme et qui permet en fait de retrouver les informations par un ordinateur aux endroits, aux balises décrites. Donc dans ces factures, donc, on a vu les formats. Maintenant, on a 164 données qui seront obligatoires, qui devront figurer dans ces factures-là. Donc parmi ces 164 données, il y a peut-être des données qui n'apparaissent pas aujourd'hui dans vos factures, comme par exemple le numéro de sirène, qui sera donc obligatoire, ou encore la catégorie de ce qui apparaît dans la facture. Donc ça, c'est des données qui seront obligatoires. Et donc là, ce qui serait intéressant de commencer à réfléchir, c'est qu'il faut trouver un moyen pour récupérer ces données. Donc il faut y penser parce que ça serait une mention obligatoire. On reviendra plus tard dessus. Exactement. Et donc, je vous parlais de fichier XML. Donc là, on a le fichier PDF que vous avez l'habitude de voir, et ici un fichier XML. Donc on voit que c'est pas très agréable à lire, mais au moins l'ordinateur pourra récupérer les informations qui seront à des endroits, donc des balises spécifiques. Donc ça permettra d'automatiser certains processus. On va voir, on le verra plus tard. Donc si on résume, on reprend un schéma classique. Donc vous avez votre fournisseur et vous avez le client à droite. Donc vous ne pourrez plus échanger de documents de facture sous format PDF ou par courrier à partir de 2024. Vous serez dans l'obligation d'envoyer des factures sous ces 3 formats-là. Et donc là, sur ce schéma-là, il y a 2 problèmes qui se posent aujourd'hui. C'est que vous n'êtes peut-être pas en capacité d'émettre ce genre de facture sous ces formats-là. Vous ne savez peut-être pas émettre des factures sous format XML, UBL, parce que c'est pas non plus très facile à faire. Et un deuxième problème qui émane tout de suite, c'est qu'on a parlé tout à l'heure de pourquoi mettre en place cette facturation électronique. C'était pour contrôler la TVA, on se rappelle de l'introduction. Et donc là, dans ce schéma, l'État n'apparaît pas, donc il n'y a pas de contrôle de la TVA. Donc peut-être que François, tu peux nous rappeler, tu peux nous faire un point sur les différentes entités qui vont apparaître sur ce schéma. Oui. Donc Tanguy vous a expliqué les données et les formats. Maintenant, on va rassembler les entités. Donc tous les acteurs qui seront présents. Là, il y en aura 4. Les entreprises. On va revenir sur chacune d'entre elles une par une, il n'y a pas de problème. Il y aura les entreprises, il y aura le PPF, qui est le portail public de facturation. Il y a l'APDP, qui est la plateforme de dématérialisation partenaire, et il y a l'OD, l'opérateur de dématérialisation. Donc, en commençant par le plus simple, allons-y, les entreprises. Donc, c'est tout le monde. Hein. Grandes entreprises, ETI, PME, micro-entreprises, vous êtes tous considérés comme une entreprise par l'État, et notamment dans le schéma. Ensuite, le portail public de facturation, PPF. Est-ce que certains d'entre vous utilisent déjà Chorus Pro? Oui, certaines personnes. Et bien, sachez que le PPF sera très similaire à Chorus Pro. C'est une plateforme qui va permettre de centraliser tous les flux des entreprises pour ensuite les transmettre notamment à la DGFiP, mais aussi c'est un portail qui va faire une phase de contrôle en amont avant d'envoyer les données de facture. Donc ça, c'est le PPF, c'est le portail public de facturation, et il sera représenté par cette petite icône dans le schéma. Donc, en reprenant le schéma que Tanguy vous a montré, donc entre 2 entités, un fournisseur et un client, on sera dans ce type de relation. Le fournisseur devra passer à un moment donné
données par le PPF, le portail public de facturation, qui enverra des données ensuite à l'administration fiscale. Là, on est dans un schéma où le fournisseur et le client savent déjà convertir les factures dans un des formats du socle minimal. Je le rappelle, l'XML UBL, l'XML C2I et le FactureX. Après, si vous ne savez pas le faire, vous pouvez faire appel à un prestataire externe qui saura le faire, notamment. Et donc, c'est ce que nous allons voir ensemble. Il y en a deux types. C'est donc l'APDP et l'OD. Donc, l'APDP qui est la plateforme de dématérialisation partenaire et l'OD qui est l'opérateur de dématérialisation. L'APDP sera représenté en orange ici dans le prochain schéma et l'OD en rose aussi dans le prochain schéma. Donc, leur mission, moi, je l'ai dit, ils ont une mission en commun, c'est de convertir les factures ainsi que d'extraire les données. Après, il y a quelques différences entre ces deux entités. La PDP sera une plateforme certifiée par l'État. Alors là, qu'est-ce que ça veut dire une plateforme certifiée par l'État? C'est d'une part, l'État veut garder un contrôle, donc ils vont certifier certains acteurs. Qu'est-ce qui va permettre à un acteur d'être certifié par l'État? On n'a pas encore toutes les précisions. On en saura un peu plus, notamment dans le prochain décret qui arrivera en mars-avril. Mais ça restera à définir. La PDP, ensuite, peut faire une chose que l'OD ne pourra pas faire. C'est de transmettre directement les factures à une autre PDP si elle est mise en jeu, notamment lors d'une transmission de facture. L'OD, l'opérateur de dématérialisation, sera obligé de passer par le PPF. Enfin, d'autres différences entre l'APDP et l'OD. L'APDP devra effectuer des contrôles de conformité sur les factures avant la transmission. Elle pourra aussi gérer les statuts des traitements des factures et être inscrite dans l'annuaire des destinataires. Là, le statut et l'annuaire, ce sont deux notions, on va revenir dessus plus tard en vous l'expliquant. Et la PDP doit s'assurer de l'actualisation des entreprises répertoriées. L'OD, l'opérateur de dématérialisation, peut le faire, mais elle n'est pas obligée de s'y engager. Donc là, vous l'aurez compris, la PDP, elle assume un peu plus de risques que l'OD et elle porte bien son nom. C'est bien un partenaire de l'État, c'est pour ça qu'elle assume plus de risques aussi. Donc ça, ce sont les différences majeures entre la PDP et l'OD. Il y en a d'autres, mais on ne les a pas toutes énumérées. Allez-y, montrez, bonjour. Bonjour. Donc, on reprend notre schéma. Le fournisseur qui est en relation avec la PPF et ensuite le client. Si on va avoir 4 cas de configuration avec la PDP et avec l'OD, vous allez voir qu'il y en a 3 qui sont très similaires et il y en a un qui diffère vraiment des autres. Donc, premier cas, le fournisseur est en relation directe avec une PDP qui transmettra sa facture à la PPF, qui transmettra ensuite les données à l'administration fiscale, et le client peut disposer d'un opérateur de dématérialisation pour récupérer les factures si l'OD s'en occupe ou non. Ça, c'est pas une obligation. On est dans le même type de configuration si le fournisseur dispose d'une OD et si le client dispose d'une PDP en tant que plateforme réceptrice, par exemple. Et on est encore une fois dans la même configuration si le fournisseur dispose d'un opérateur de dématérialisation ainsi que le client. Donc ce qui diffère vraiment, et on l'a vu dans le tableau comparatif, c'est s'il y a 2 PDP en jeu, car une PDP est capable d'être en relation directe avec une autre PDP, chose que l'OD ne peut pas faire. Elle est obligée de passer par le PPF. Ce qui veut dire que on arrive sur le fameux schéma en Y, que si certains ont déjà entendu parler, dans lequel le fournisseur dispose d'une PDP en réceptrice et le client dispose d'une PDP, si le fournisseur dispose d'une PDP en émettrice et si le client d'une PDP en réceptrice. Et donc, ils vont devoir, à un moment donné, évidemment, envoyer des données au PPF. Et c'est là que la notion de flux entre en jeu, et c'est ce qu'on va vous expliquer maintenant. Quels flux de données vont transiter entre chacune des entités? Donc Tanguy, je t'en prie. Oui, donc on va voir 4 différents flux qui vont transiter entre ces différentes entités. Donc on va avoir dans un premier temps le flux e-invoicing. Le flux e-invoicing, ça va être la facture au format, donc parmi les 3 formats qu'on a cités précédemment, je rappelle UBL, C2I ou FactureX, tout simplement. Ensuite, le flux e-reporting, les cycles de vie, on va y revenir plus en détail. Et juste un petit point sur le flux qu'on appelle le flux annuaire. Ça va être un flux de référence unique, en fait, qui va être accessible par la PPF ou par une PDP directement.
Donc si on revient plus en détail sur le flux e-reporting, donc le flux e-reporting, ça va être un flux qui va permettre donc, à l'administration fiscale de faire des contrôles de TVA. C'est le fameux pourquoi mettre en place cette facturation électronique. Donc il y a des cas particuliers si jamais vous faites du B2C ou B2B international. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Si jamais vous voulez plus de renseignements, on se trouve au stand F28. Donc on pourra revenir là-dessus plus précisément. Et on aura également plus de détails sur ce flux-là, comme le disait François, en mars-avril, lors des avancées du projet de la finance. Ensuite, on a le cycle de vie. Donc c'est un flux qui va permettre donc, de suivre le cycle de vie de la facture. Donc si vous avez l'habitude d'aller sur Chorus, c'est un flux qui est déjà existant. C'est lié au statut de la facture. C'est ça. C'est ça. Donc en fait, sur le portail PPF, qu'on appelle PPF, vous aurez la possibilité de suivre, le fournisseur et le client auront l'accès à la fois de modifier le statut et de le consulter en temps réel. Ça évite éventuellement les relances par le fournisseur ou par le client. Donc ça sera le flux cycle de vie, ça fait partie donc, de ces 4 flux à mettre. Et donc si on reprend les schémas, François, est-ce que tu peux revenir avec ces différents flux et les faire apparaître sur ces schémas? Donc là, je vais vous montrer dans quel sens s'orientent les flux des données. Donc là, il y aura le flux du cycle de vie, le flux e-reporting et le flux invoicing. Donc là, on est dans une configuration où le fournisseur dispose d'une PDP et le client dispose d'une OD. Donc je suis fournisseur, je fais ma facture encore au format PDF, je fais appel à une PDP, donc j'envoie ma facture à la PDP. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Ensuite, la PDP fait le travail d'extraire certaines informations de cette facture et de la mettre aussi au bon format. Donc format C2I, XML et UBL, XML et FactureX. Et donc, la PDP va déjà générer 2 flux. Un flux de e-reporting et un flux de e-invoicing qui sera envoyé directement à la PPF. La PPF pourra à son tour, le PPF pourra à son tour envoyer le flux du e-reporting à l'administration fiscale. Il enverra directement la facture à l'OD. Si l'OD prend en charge la réception des factures, qu'il la transmettra au client. Donc là, on voit le flux du invoicing et le flux du e-reporting. Et évidemment, ma facture, elle vit entre guillemets, elle est déposée sur le portail, elle est mise à disposition. Est-ce qu'elle est rejetée ou elle n'est pas rejetée? Donc ça, c'est le cycle de vie. Et le statut de la facture va vraiment varier entre les différents acteurs. Je vous l'avais montré sur les schémas précédents, que l'on soit dans cette configuration-là ou alors dans cette configuration-là, c'est à peu près la même chose. L'OD fait un travail qui lui est facultatif, il peut le faire mais il n'y est pas obligé. La PDP, quant à elle, est obligée de le faire, mais on passe obligatoirement par le PPF. Et si on dispose aussi de 2 opérateurs de dématérialisation, on est dans la même configuration. Donc, si vous avez bien suivi, il reste un schéma qu'on n'a pas vu et dans lequel il y a les différents flux qui vont s'articuler. C'est long quand il y a 2 PDP. Donc, on va prendre les étapes une par une. Le fournisseur, il envoie sa facture à la PDP, donc là aussi, pas de problème. La PDP, là, va envoyer directement la facture à l'autre PDP. D'accord? Donc, la facture ne transite pas sur le PPF, mais il faut bien centraliser toutes les données. Donc, c'est pour ça que le flux du e-reporting n'arrive pas directement au PPF. Et le PPF enverra les données à l'administration fiscale. Et du coup, la facture transitera enfin au client qui la récupérera. Et le statut, quant à lui, il sera directement émis par la PDP réceptrice, envoyé au PPF, et le statut de la facture transitera, encore une fois, entre tous les acteurs. Donc voilà pour les flux, le fameux schéma en Y aussi. Maintenant qu'on a vu vraiment toutes les spécificités et les notions de base de la facturation électronique, là, il y a quelques questions à se poser, parce que ça reste quand même assez complexe. Donc, d'une part, est-ce que vous, entreprise, vous êtes capable de recevoir ou d'émettre une facture dans un des formats du socle minimal? Je les répète, c'est FactureX, XML UBL, XML C2I. Est-ce que vous êtes capable de les mettre? Parce qu'il faudra être prêt en 2024 aussi pour recevoir ces types de formats. Est-ce que aussi vous êtes capable d'incorporer dans ces factures les 164 données obligatoires? Parce que vous n'avez peut-être pas toutes ces données actuellement et il faudra trouver un moyen pour les récupérer, pour les incorporer dans votre facture.
Et enfin, est-ce que vous avez pensé à l'archivage de vos factures? Là, il y aura encore l'obligation de garder 10 ans la facture. Il se dit que le PPF fera office d'archivage et la PDP fera aussi office d'archivage. Ça reste à préciser et il y aura sûrement des précisions qui seront apportées en mars-avril. D'accord? Donc, Tanguy, je te laisse la parole pour les questions. Alors, du coup, on a vu les grandes questions à se poser. Il est important maintenant d'identifier correctement votre rôle. Donc, si vous êtes le fournisseur sur un schéma, si vous êtes le client, éventuellement si vous avez un rôle d'OT ou de PDP, hein, dans la salle, il y a peut-être des entreprises qui veulent jouer ce rôle-là. Il faut bien comprendre les 4 vues qu'on a vues dans cette présentation. Et puis, il faut évidemment choisir la solution. Si vous choisissez une OD ou une PDP, il faut éventuellement choisir la bonne solution qui est adaptée à votre entreprise. Et surtout, la plus grande recommandation qu'on peut vous faire, c'est d'anticiper les échéances. Parce que je le rappelle, c'est à partir de 2024. Mais retenez bien qu'en 2023, vous ne serez pas la seule entreprise à vouloir faire les démarches au dernier moment de 2023. Donc il est intéressant d'anticiper ces échéances et de faire éventuellement un rétro-planning dès aujourd'hui pour mettre en place ces échanges de factures électroniques. Voilà, donc on a fait le tour sur la facturation électronique. On va parler un petit peu de nous. Alors malheureusement, vous arrivez au dernier moment. Vous avez loupé l'essentiel, mais vous inquiétez pas, on vous fournira la présentation sur une clé USB. Alors donc nous sommes Simtrax, nous sommes un éditeur de logiciels, des solutions flexibles qui s'adaptent à tous les secteurs d'activité. Et donc notamment, on va essayer de jouer un rôle sur ce projet de loi finance 2024. En s'inscrivant en tant que PDP ou OD. Oui, on travaille déjà avec Corispo notamment pour le dépôt des factures et l'émission des factures, donc c'est pour ça qu'on vous parle de ce sujet. Il est déjà un petit peu au courant de ce qui va se passer. Et tu voulais rajouter quelque chose? Non, mais... Non.